Bonjour à tous et bienvenue dans Casabule, votre émission de bande dessinée, comics et manga en tout genre. Et bonne année à tous, une année pleine de bulles et pleine de cases avec Fred Kilfiger. Salut Fred. Salut Vincent. Bonne année, mes meilleurs vœux Fred pour Pareillement. 2024. Que le meilleur. Voilà, Angoulême arrive bientôt tout de suite là, la semaine prochaine, donc on est en plein dedans dans la bande dessinée, et du coup on est en plein dedans avec ta sélection de ce début janvier. On commence tout de suite avec Gueule de cuir, volume 1/3, L'épéiste aux éditions Dracou de Pierre Pével et Stéphane Créti. Pierre Pével, qu'on connaissait bien pour Le Paris des Merveilles, Les Artilleuses, et Stéphane Créti, moi qui je vais adorer dans son dessin dans Le Sang du Dragon, ça remonte un peu, mais voilà. Donc là c'est l'histoire d'un duelliste qui se fait tuer par celui qu'il devait sauver. Mais c'est plus compliqué que ça. On est à Paris en 1633 et effectivement, Jean-Baptiste de Gagnère est un gentilhomme qui loue son épée pour remporter des duels à ceux qui n'ont pas les capacités physiques, mais qui ont des capacités financières. Ouais. Donc il fait sa vie de duelliste, il a une petite affection pour des orphelins qu'il finance. Voilà, il finance un orphelinat à ses heures perdues. Et un jour, il est convoqué à un duel, il tombe dans un traquenard. Ouais. Il est chargé de sauver quelqu'un qui doit être assassiné par des spadassins, sauf que cette personne qu'il sauve le tue. Et là, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il le tue, mais il revient à la vie. Oui. Et il trouve à ses côtés une espèce de masque en cuir, et quand il l'enfile, des espèces de super pouvoirs. Ouais. Alors dit comme ça fait très super-héros, mais au final, non. On est dans de la fantaisie assez sombre, Oui. avec un mélange de cape et épée. Ouais. La fantaisie historique, en fait. Et on suit la lutte entre différentes loges d'un zodiaque... Zodiaque du diable. Le zodiaque du diable. Et ce pauvre Gagnère va devoir découvrir, ses pouvoirs, 2, les relations politiques et les antagonismes entre ces différentes loges zodiacales, Ouais. et tout ça sur fond de duel, évidemment, Oui. de Paris au XVIe siècle. Ouais. Et c'est très plaisant à lire. Ouais. Et cet héros, en plus, il est assez sombre, c'est un peu Batman sous Louis XIII, j'ai envie de te dire. Il y a ce côté-là, un petit peu là. Il y a un petit côté comme ça, avec le protecteur de la ville, un petit peu... gentilhomme, mais pas très sympathique, assez sombre, assez torturé. Et le gueule de cuir, le masque, va pas forcément accentuer ses bons côtés. Et c'est vraiment de la fantaisie de cap et d'épée. Ouais. On n'est pas très loin de ce qu'avait fait Pierre Pével en roman avec la trilogie de Willstadt ou Les Lames du Cardinal. Ouais. Mais voilà, c'est un tout nouvel univers qu'il nous propose, contrairement aux Artilleuses et au Paris des Merveilles qui adaptaient ses romans et qui les développaient. Là, c'est vraiment un univers inédit. Ouais. Inédit, même si, oui, on voit quelques petits clins d'œil à droite, à gauche. Oui, bien sûr, toujours. Et c'est très plaisant à lire. Voilà. Ouais. Vraiment, Pével me surprend en ayant acquis aussi vite cette capacité à scénariser de la bande dessinée. Ouais, parce qu'on est tout de suite, les personnages sont tout de suite plantés. On n'est pas là sur un premier volume où on attend de planter vraiment l'introduction des personnages. Ah non, là on est dedans. Direct et dans il y a l'action. Énormément d'action d'ailleurs. Il n'y a pas énormément de dialogue, mais il y a énormément d'action. Et d'ailleurs, cette action est complétée par un petit cahier de mémoire d'un autre gueule de cuir. Oups, j'en ai peut-être trop dit. Écrit, très probablement par Pével, je pense. Et là, ça développe complètement l'univers, ça prend forme, ça prend corps, et j'ai très hâte de lire la suite. D'autant plus que Stéphane Créti, au dessin, comme à son habitude, dessin réaliste de grande classe, les cadrages ultra dynamiques, très cinématographiques, dans l'emphase. Des jeux d'ombre et de lumière qui sont magnifiques au cordeau, comme ça. C'est vraiment une nouvelle série de fantasy à découvrir, avec ce petit côté historique et fantastique en plus. Quoi. Ouais. Voilà. Et c'est vraiment une très chouette série qui s'annonce. Ouais, donc ça s'appelle Gueule de cuir aux éditions Dracou de Pierre Pével et de Stéphane Créti. Un premier volume qui est vraiment plein de promesses. On a hâte de lire la suite. Allez, on passe tout de suite à une autre bande dessinée, un tome 2/2, Mauvaise réputation, la véritable histoire d'Emmett Dalton aux éditions Glénat, d'Ozanam et d'Emmanuel Bazin au dessin. Voilà. C'était une première bande dessinée. Le premier album était un premier album pour Emmanuel Bazin. Ouais. Alors déjà, graphiquement, la couverture donne le ton, avec des ambiances pastel, presque aquarelles, mais
vraiment, c'est du western, mais différemment. Ouais. Alors, Un dessin, j'ai envie de te dire, presque entre Edward Hopper et Mathieu Bonhomme. Tu vois, c'est quelque chose... effectivement, c'est des comparaisons qui ont du sens. Alors, Emmett Dalton, le nom va rappeler forcément... les Dalton. Les Dalton. Alors, mais on parle des vrais Dalton. On parle pas de celui que Goscinny a popularisé et qui apparaissent quand même les vrais Dalton dans le tome 6, Hors la loi de Lucky Luke, mais qui meurent dans ce tome-là. Et pour la petite histoire, les lecteurs étaient tellement avides de revoir ces Dalton qu'il a recréé les cousins. Les cousins, les frères Dalton, les 4 bêtes idiots frères Dalton. Mais les vrais frères Dalton ont vraiment existé. Et Emmett Dalton, le dernier survivant, a couché ses mémoires dans un livre qui est toujours disponible, site de mémoire, ça doit être chez Payot. Ouais, When the Dalton Road, son livre, ouais. Et c'est comment on devient un outlaw, alors que... un hors-la-loi, comme ça. Un hors-la-loi. Comment rien n'est destiné à ses frères à devenir hors-la-loi. Ils ont même commencé Marshall. Oui, Frank, l'un des frères, était Marshall dans l'Arkansas, qui s'est fait tuer aussi. Ozanam et Bazin racontent cette chute et cette rédemption, parce que Emmett Dalton a fait de la prison, il a été libéré, et à partir de ce moment-là, il décide de partager son histoire avec, entre autres, un producteur de cinéma, et plus tard, un journaliste qui va coécrire ses mémoires dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc là, voilà, c'est vraiment le récit d'un homme qui sait qu'il a fait des mauvais choix, qui les accepte, les assume, et va expliquer pourquoi il a fait ces mauvais choix, et comment il va s'en sortir. Et c'est vraiment passionnant parce que c'est aussi, en creux, c'est la fin d'une époque, c'est la fin du Far West, c'est la fin de cette ruée vers l'Ouest, c'est l'arrivée du capitalisme à outrance, c'est l'arrivée d'Hollywood. Et donc c'est vraiment le portrait d'une Amérique en profonde mutation au début du XXe siècle qui est dépeint dans ce diptyque. Et c'est du western, mais avec le petit pas de côté. C'est passionnant parce que moi je ne connaissais pas du tout cette histoire. Elle est la véritable histoire des frères Dalton avec... beaucoup de frères Dalton qui ont été tués, qui ont été assassinés. Ses frères Grab et Bob qui ont été aussi assassinés. Donc lui, il reste le dernier frère Dalton. Et pour la petite anecdote aussi, il a joué son propre rôle dans un film en 1916, un film muet de Francis Powers, The Man of the Desert. Voilà. Et puis après, son livre d'ailleurs a été adapté au cinéma par George Marshall sous le même titre en 1940. Donc c'est vraiment une des figures de l'Ouest qui, loin de participer à la légende de l'Ouest, a essayé de ramener un peu de réalité. Justement, il y a aussi cette réflexion autour de... le producteur de cinéma veut pousser pour l'héroïsme ou au contraire l'antagonisme. Et Emmett Dalton a toujours essayé de ramener non, ça s'est pas passé comme ça. C'était oui, on avait une image, oui, on nous a calomniés, et ça s'est pas passé comme ça. Il essaie de rétablir ça. Et c'est vraiment un parcours atypique et intéressant. Et encore une fois, graphiquement, c'est... la plus-value du bouquin, c'est vraiment Emmanuel Bazin aussi qui l'apporte, où il met impeccablement en valeur les grands espaces, les décors très réalistes, quasi documentaires dans ses dessins. Encore un super boulot d'Emmanuel Bazin. Une ambiance très sobre, ça en fait pas des caisses. Alors il y a les scènes d'action, les attaques de locomotives et tout ça, mais voilà, c'est un bouquin qui est tout en fluidité, tout en nuances, et c'est vraiment un western atypique. C'est en 2 tomes, ça s'appelle donc Mauvaise réputation, la véritable histoire d'Emmett Dalton aux éditions Glénat, d'Ozanam et d'Emmanuel Bazin. Alors en parlant encore un peu d'une biographie, on passe à cet album Les derniers jours de Robert Johnson aux éditions Sarbacane de Franz Duchazot. L'histoire du premier décédé du Club des 27, de ce génie du blues. Voilà, Robert Johnson, c'est un des génies fondateurs du blues qui a eu la chance d'enregistrer quelques disques dans les années 30, avant sa disparition très, très rapide en 1938, à l'âge de 27 ans. Et donc après, toutes les légendes du rock, notamment, qui sont mortes à 27 ans, ont rejoint ce club qu'il a malheureusement inauguré. On a une biographie, mais assez surprenante. Je ne suis pas sûr que pour découvrir la vie de Robert Johnson, ce soit le meilleur livre. Par contre, si on aime son œuvre, si on aime son blues, c'est fantastique. Oui. Parce que, justement, on a un récit qui se passe durant les derniers jours de sa vie, mais entremêlé de souvenirs, de flashbacks,
un petit peu d'onirisme, parce qu'il y a toujours une part de rêve dans la vie de Johnson. Il a, soi-disant, selon la légende, pactisé avec le diable pour apprendre à jouer aussi bien de la guitare. Oui, c'est ça, il a fait croire à son entourage qu'il avait fait un pacte avec le diable. Il y a vraiment un fond et la forme qui se rejoignent au niveau construction scénaristique. C'est brillant. Et puis alors en plus, Duchâteau, le dessin en noir et blanc, c'est quelque chose à voir. Hein. C'est un trait charbonneux qui est en noir et blanc, qui est virtuose, qu'il s'agisse de dépeindre les décors réalistes, les vieilles bagnoles, les dance floors rythmés, les locomotives, les rues animées des grandes villes, la campagne du Bayou, du Mississippi. Tout est chouette dans son dessin. Petite nuance quand même, je trouve que les visages sont un peu trop ressemblants tous ensemble, un petit peu sur les personnages, mais c'est vraiment... C'est vraiment pour pinailler. Oui, c'est vraiment pour pinailler son dessin charbonneux. Ouais. Mais en fait, il varie vachement de techniques. Il y a du sfumato, il y a vraiment de l'encre pure, il y a des fois, il fait des clins d'œil à Picasso, justement dans des séquences oniriques, et c'est une évocation puissante de la vie de Robert Johnson et de son œuvre surtout. Ouais. Et ça passe notamment à travers des dialogues qui reprennent beaucoup des paroles des chansons de Robert Johnson. Et c'est aussi pour ça que peut-être ça fait un poil artificiel ou ça sonne pas naturel, mais en fait quand on connaît l'œuvre de Johnson, il y a les échos. Voilà. Et alors peut-être pas la porte d'entrée idéale pour découvrir l'artiste, mais écoutez Robert Johnson, et vous allez vous prendre une claque incroyable. Oui. C'est d'une modernité un guitariste de génie. Duchâteau se permet même une rencontre avec Meteor Slim, qui est un des jazzmen qu'il avait chroniqué dans un de ses premiers livres, et la rencontre entre les deux est réjouissante. Ouais, donc un super bouquin vraiment à lire, Les derniers jours de Robert Johnson, aux éditions Sarbacane de France Duchâteau, une ode à l'auteur de Sweet Home Chicago, un de ses titres les plus connus, de ses souffrances. Ce Robert Johnson, il tire un blues à nul autre pareil, il faut vraiment regarder, lire ce livre et écouter du Robert Johnson. Alors là, on passe à complètement autre chose. Fred, tu voulais nous parler de cet album Deux sœurs aux éditions Grand Angle d'Isabelle Sivant et de Bruno Duhamel. Ces deux sœurs, la seule chose qu'elles partagent, c'est une maison, c'est une histoire d'antagonisme. On suit deux sœurs qui ont la quarantaine, qui vivent dans une maison mitoyenne, séparée en deux. Elles ont des caractères on ne peut plus opposés, on va dire ça comme ça. Et le propriétaire de la maison annonce qu'il veut vendre. Et là se pose la question de qu'est-ce qu'on fait ? On ne s'entend pas, mais on a toujours vécu là. Est-ce qu'on rachète la maison toutes les deux, malgré nos différends, ou est-ce qu'on déménage et voilà, on ne se voit plus, on ne se parle plus. Et voilà, j'en dis pas plus parce que c'est vraiment un album en retenue, pas démonstratif. Non. Tout est dans le non-dit. Et ça rappelle pas mal les relations fraternelles, tout bêtement. Une espèce d'affection, mais avec une opposition très, très régulière. Les différences de caractère, les jalousies enfantines qui peuvent rejaillir des années, des décennies plus tard, des choix de vie différents. Ah mais complètement, parce que l'une est complètement presque babacool écolo, et l'autre est très matérialiste, très dans la modernité. Ouais. Mais bizarrement, celle qui est très matérialiste est ultra fan de plantes, alors que l'écolo a sa partie complètement bétonnée. Enfin, voilà, il y a pas mal de jeux là-dessus sur les antagonismes. Alors, en plus, Duhamel utilise une manière de raconter qui est vraiment réjouissante pour l'amateur de bande dessinée que je suis, c'est qu'il utilise la gouttière, l'espace central entre chaque case, pour mettre des scènes en miroir. Oui, en miroir. On a la maison découpée, on suit en parallèle les deux sœurs qui vivent chacune de leur côté pour justement montrer cet antagonisme. C'est extrêmement... Avec un chat qui se trimballe de l'une maison à l'autre, c'est assez drôle ça aussi. Voilà, il y a vraiment une réflexion sur comment raconter une histoire en bande dessinée. Ouais. Toujours avec ce dessin que moi, je trouve héritier entre le gros nez à la Spirou, à la Gaston Lagaffe, et ce réalisme un peu plus présent, un peu plus détaillé, et ça marche bien. Ouais. C'est pas un bouquin aussi drôle qu'il a pu faire précédemment avec Jamais ou Fausse Piste, mais c'est un bouquin qui résonne. En fait, il avait travaillé avec Isabelle Sivant sur Le Voyage d'Abel, qui racontait le rêve d'un agriculteur de partir en voyage
rêve toujours reporté, et donc avec un petit côté nostalgie, et qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Et bien là, c'est pareil, qu'est-ce qu'elles ont fait de leur vie, ces deux sœurs? Ouais. Comment elles se sont construites en opposition l'une à l'autre, mais qu'est-ce qui les rapproche? Et ouais, je trouve ça vraiment intéressant, ça fait réfléchir sur nos rapports dans toute la société, pas qu'avec notre famille. Oui. Et justement, ce qu'apporte la famille, c'est très très bien. Ouais. Un petit album savoureux, à l'écriture légère, au dessin agréable, qui parle de la difficulté à communiquer et aussi de se retrouver. Ça s'appelle donc Deux sœurs aux éditions Grand Angle d'Isabelle Sivan et Bruno Duhamel. Allez, on passe à autre chose maintenant. Terra Antarctica aux éditions iLatina d'Augustin Graham Nakamura, un auteur argentino-japonais qui nous mène dans une enquête à Buenos Aires. Voilà. On suit deux flics qui sont appelés pour enquêter sur un braquage qui a mal tourné. Ouais. Avec tous les braqueurs sont morts, sauf un qui est devenu complètement psychotique. Il est traumatisé. Il ne veut pas parler de ce qui s'est passé dans ce braquage, parce que, alors déjà, qu'est-ce qui est arrivé à ses complices, et surtout, comment expliquer le trou d'1 mètre de diamètre dans le fourgon blindé. Ouais. Et donc ils vont commencer à aller voir ce gars, il va y avoir une évasion, il va y avoir un monsieur le chat assez étrange, Oui. un inspecteur je sais pas trop, des services secrets argentins, voilà, qui veut reprendre complètement la main sur l'enquête et qui a un visage très particulier et qui laisse les gens dans un état second. C'est du polar fantastique. Oui, c'est ça. Voilà, en gros, c'est ça. C'est X-Files qui rencontre The Thing, qui rencontre un film d'action des années 90, parce qu'il y a quand même des courses-poursuites, il y a des fusillades. C'est vraiment du polar road movie comme ça, parce que justement, il veut aller au sud, on ne sait pas pourquoi se rescaper du braquage. Voilà, c'est ça. C'est ça l'énigme, c'est pourquoi est-ce il veut absolument aller au sud. C'est le seul truc qu'il dit, ils vont le suivre. Et ça va aller de découverte en découverte. Et donc oui, quand je disais fantastique, je dirais même science-fiction, parce qu'il y a des créatures vraiment très très étranges. J'en dis pas plus parce que ça fait vraiment partie du plaisir de dévorer ce bouquin. C'est un one-shot qui fait 200 pages, c'est pour moi à la fusion complète entre les influences manga, les influences comics, et l'école argentine de la bande dessinée. Et d'ailleurs, petit clin d'œil à un des personnages à l'étrait d'Ezra Winston, qui est le protagoniste principal de Mortcinder, de Alberto Breccia, qui est le pape de la bande dessinée argentine. Voilà, ça c'est le petit clin d'œil pour connaisseurs, mais moi ça m'a fait très plaisir, donc je voulais le partager avec vous. Et c'est vraiment ultra dynamique, c'est du noir et blanc, tramé, ça rappelle vraiment les mangas, mais il y a cette esthétique noir et blanc tranché, expressionniste, et ça fonctionne vraiment très bien, et on va de surprise en surprise. Vraiment un auteur à découvrir, parce que c'est sa première publication, d'autant plus en français. Voilà, on remercie encore les éditions iLatina, petite maison d'édition, qui nous font découvrir vraiment ces petites pépites-là argentines. C'est vraiment génial. C'est pour embarquer dans un thriller fantastique aux accents de science-fiction, comme tu le disais, une véritable ode au récit pulp d'autrefois. C'est exactement ça. Et donc ça s'appelle Terra Antarctica aux éditions iLatina d'Augustin Graham Nakamura. Alors dans un style complètement différent, mais aussi un peu science-fictionnel, on va parler de Bunkerville aux éditions Ankama de Pascal Schind, Benjamin Legrand et Vincent Balzano. Une œuvre racée et onirique teintée de steampunk. Là, on est dans le steampunk. Là, on suit un jeune homme qui vient de se faire larguer par sa compagne, qui a disparu. Et il va, un peu dépressif, se jeter dans un lac. Et c'est la porte d'entrée vers un autre monde. C'est ça. Et cet autre monde, très steampunk, effectivement, donc courant Jules Vernien, on va dire. Ah, c'est quand Lewis Carroll rencontre Jules Verne, un peu ce monde-là, je trouve. Un 19e, mais plus moderne, avec beaucoup d'engrenages, beaucoup de machines à vapeur, mais un fonctionnement assez proche de notre société actuelle. Et alors lui est complètement perdu, il se fait alpaguer par des flics qui lui disent « Ah, il faut que un étranger du dehors, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc on est balancé en même temps dans cet univers, en même temps que le personnage principal, et on va découvrir petit à petit quel est cet endroit, pourquoi il est là,
quelles en sont les règles et surtout comment en réchapper. Et moi, ça m'a beaucoup fait penser au premier film de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet dans les années 90, Delicatessen, La Cité des enfants perdus, ouais. où c'est pareil. On a un univers complètement étrange dont on ne comprend pas les règles, mais c'est pas grave. Ah oui, parce que là, dans cet univers-là de Bunkerville, il n'y a aucune règle. La mort n'est pas si tragique que ça. C'est un univers poisseux en plus. C'est vraiment glauque comme ambiance. Glauque, c'est une dictature en plus. Il y a un côté politique assez exacerbé, contrôle étatique. Étatique, est-ce que c'est vraiment un État puisqu'il n'y a qu'une ville? Mais voilà, c'est vraiment un one-shot surprenant. Parce qu'on se fait balader à droite, à gauche, on ne comprend pas tout, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a le dessin. Le dessin de Vincenzo Balzano, là, qui propose un style éthéré avec des aquarelles, mais remarquable. C'est très dilué, mais ça participe énormément à cette ambiance poisseuse, chape de plomb, avec des teintes de rouille. Encore une fois, le fond rejoint la forme. Et c'est vraiment un bouquin surprenant qui, moi, m'a vraiment rappelé mes visionnages d'œuvres fortes comme ça, visuellement, avec vraiment une patte unique. Et d'ailleurs, à la base, c'était prévu pour être un film, et puis le Covid est passé par là, et donc ça a été recyclé en bande dessinée, mais ça ferait un super film. Peut-être qu'on va la voir en film plus tard, vu que la bande dessinée est sortie. C'est vrai que le tout enrobé aussi d'une sombre poésie, comme ça, qui est latente, et qui est assez chouette, vraiment. Le steampunk qu'on adore, ça s'appelle donc Bunkerville aux éditions Ankama, de Pascal Chine, de Benjamin Legrand et Vincenzo Balzano. Allez, on passe à de la pré-jeunesse, fin de l'adolescence. Anna et Taru, la folie de la forêt, aux éditions d'Argo Combo, une nouvelle collection chez Dargo, d'Eléo Schilling et de Moteux. Là, c'est au cœur d'une forêt ancestrale, la jeune Taru cherche sa place parmi les siens. Alors Combo, c'est un nouveau label éditorial des éditions d'Argo qui va mettre en avant de jeunes auteurs. Donc c'est souvent la première bande dessinée. Et il y a 3 titres qui viennent d'arriver en librairie. Et Anna et Taru, c'est vraiment du très très haut niveau pour une première bande dessinée, que ce soit à la fois du scénariste ou du dessin, ou du dessinateur. On suit cette étrange créature humanoïde, mais pas humaine, qui tente de vivre dans un village. Sa mère est la chef des chasseurs. C'est un village de chasseurs guerriers. Voilà. Et elle est très éloignée de cette mentalité. Ça ne lui convient pas. Mais ce village est en proie systématiquement à l'arrivée de grandes créatures qui viennent massacrer tous les étés le village. Et elle est persuadée que la violence ne résoudra rien, parce que de toute façon, la façon violente de gérer le conflit a déjà été tentée par sa mère pendant X fois. Et ça n'a jamais marché. Donc elle préconise de le faire autrement. Mais vu que c'est une jeune et que sa mère est la chef, il faut qu'elle se taise. Oui, c'est ça. Mais elle a la garde d'un humain qui est retenu prisonnier dans ce village et elles vont s'évader ensemble. Voilà, on va dire ça comme ça. Et ça va être le début d'une grande aventure, comme je le disais, d'émancipation, de réflexion sur ce qu'on peut apporter à un groupe social, un peu écolo aussi, mine de rien. Bien sûr. Et c'est vraiment très plaisant à lire. On est embarqué il y a une construction d'univers ultra riche. On est dans un grand récit d'heroic fantasy là pour un premier album, vraiment très très poussé. Et Moteux a fait un super boulot de chara design. Il a vraiment inventé des races qui sont cohérentes entre elles. Ça marche très bien. Et il y a aussi cette idée de nouvelle génération qui a digéré les codes du manga et du comics. Et donc on est dans une fusion de styles franco-belge, manga, comics. Avec un dessin époustouflant de couleurs, de vitalité. Ça peps aux yeux. Ça pétille tout le temps. Et c'est vraiment un récit très, 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 très chouette, des auteurs à suivre. Et je pense surtout à un label éditorial où on va trouver 2-3 trucs très, très sympas. C'est sympa de la part des éditions d'Argo d'avoir sorti justement ce label combo. Donc ça s'appelle Anna et Taru, la folie de la forêt, de Léo Schilling et Moteux. Une histoire incroyable en fait qui combine les forces de Nausicaa et Mononoke, de Miyazaki un petit peu, avec un style nouveau et une justesse imparable. On vous le conseille vraiment. Et là, on va finir par le vrai coup de cœur de ce début janvier. Ça s'appelle Léonard, c'est pour la jeunesse aux éditions Dracou. C'est un volume 1, La barbe du Ouéran, mais c'est une histoire complète, mais complète. Qui amène un d'Isabelle Bautian et de Anne-Catherine Hoth, qui avaient déjà travaillé ensemble.
Tu disais jeunesse, oui, c'est une BD jeunesse, mais en tant qu'adulte, quel pied à lire. Ah oui. Voilà. Et donc ça, je trouve, c'est de la vraie BD tout public. Et ça tient à plein de choses. Alors, je vais reprendre le pitch. Léonard, c'est une petite fille qui est la fille du chef des gardes dans un royaume. Oui. Elle est très amie avec la princesse. Ce royaume humain est entouré de loups et de renards qui sont pas franchement très sympathiques parce que les humains détruisent très régulièrement la forêt qui les abrite. Et donc, il y a une espèce de statu quo comme ça. Et Léonard, elle aimerait bien que ce statu quo évolue et qu'il y ait plus d'entente entre tous les peuples, oui, entre les humains, les goupils et les leux. Voilà, les leux, donc les loups. Et elle va malencontreusement utiliser un grimoire magique elle réclame le pouvoir de pouvoir comprendre les autres. C'est ça. Mais elle va se retrouver elle-même transformée en renarde et elle ne parle plus humain et elle va devoir aller voir les renards, négocier avec les loups et j'en dis pas plus parce que voilà, c'est le début d'une grande aventure. C'est un album qui fait 80 pages, c'est extrêmement riche, c'est très bien construit. Vous avez dû deviner que quand je vous parle de vivre ensemble, voilà où est le second degré de lecture pour adultes. Parce que sous couvert de jeunesse et d'aventures incroyables et d'humour et d'épique en permanence, en dessous il y a le sous-texte d'Isabelle Botian qui est très adulte et qui fait mouche, qui marche très très bien. Oui. Et puis alors que dire du dessin d'Anne-Catherine Hott. Alors là je trouve qu'elle a sorti vraiment son plus grand jeu. Il y a une expressivité dans les personnages. Waouh, Léonard, c'est de l'acting tout le temps. Oui. Elle a vraiment... Il y a de l'émotion. On sait tout de suite ce que pense Léonard juste par rapport à son visage. C'est vraiment une grande performance de dessin. C'est fun, ça pétille. On s'inquiète aussi pour Léonard. Il y a vraiment c'est de la grande bande dessinée. Oui. Voilà. Et je ne veux pas qu'il n'y ait que les enfants qui lisent ça. Non. D'autant plus que... c'est la barbe du Ouéran. Ah oui, là, il faut en parler. C'est big up aux Vosges parce que c'est tiré d'une légende vosgienne, le Ouéran, qui est le protecteur des forêts vosgiennes contre les braconniers et qui apparaissait la nuit quand les braconniers faisaient des feux, selon la légende, et qui criait « Ouh, ouh » avec une grosse voix comme ça pour faire fuir les braconniers. Donc... d'une légende vosgienne. Ouais. Alors c'est le petit plus, mais non, c'est vraiment excellent. En patois vosgien d'ailleurs, ça veut dire criard, braillard, ouéran. Donc voilà, mais c'est le petit plus et on part de ça justement, la barbe du ouéran. Donc on verra ce que c'est que ce ouéran dans la bande dessinée. On va pas en dire plus. Et puis le message, il est tellement positif dans cette bande dessinée. Il est question de tolérance, de paix, d'envie d'aller vers les autres. C'est une aventure médiévale pleine de péripéties et voilà, c'est juste génial. On vous le conseille vraiment pour tout public de 4 à 444 ans presque. Ça s'appelle donc Léonard aux éditions Dracou d'Isabelle Botian et Anne-Catherine Hott. Et on termine là-dessus. Fred, merci beaucoup pour toutes ces nouvelles bandes dessinées. Et puis il y a Angoulême bientôt, donc on verra le palmarès d'Angoulême. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette émission est toujours disponible en podcast sur le site de Vosges Télévisions à la rubrique Culture et que vous pouvez retrouver toutes ces chroniques de façon indépendante sur notre chaîne YouTube Petit Casabule. Merci à vous de nous avoir servis. Merci Fred. Vous pouvez maintenant éteindre votre télévision et lire de la bande dessinée. Salut à tous et au mois prochain.